Fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez dans cette émission, que vous aimez beaucoup, l'émission La Noblesse Oblige, qui reçoit toujours des nobles parce que ces personnes ont eu à réaliser des œuvres que nous pouvons appeler et ils ont eu à créer une histoire qui peut être imitée. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec le mois dédié à la femme, nous avons choisi un grand personnage, une grande personnalité. Il s'agit bien de Madame Chantal Tani. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Voilà, nous sommes venus dans votre bureau de travail pour vous rencontrer, finalement, partager ce que vous êtes, votre témoignage et vos idées sur la société pour aider finalement la jeunesse et tous ceux qui nous suivent à bien orienter leur façon de faire des choses ou leur façon de vivre. C'est pour cela, nous commençons par vous demander d'abord comment vous appelez lorsque vous étiez enfant. Est-ce que c'est toujours Chantal Tani ou il y a eu des sobriquets? Bon, il y a eu des sobriquets donnés par mes frères. Moi, je m'appelle Chantal Kadimbo, Manyonga. Manyonga, c'est le nom de ma tante, la cousine de mon père. Il avait choisi de donner. Vous savez, dans la famille africaine, il y a cette culture de transmettre les noms des membres de la famille pour perpétuer le clan. Et donc, mon père avait choisi de me donner le nom de sa sœur, de sa cousine qui s'appelait Espérance Manyonga. Et dans la famille, c'est vrai, en grandissant avec mes frangins et mes frangines, bon, ils ont décidé, je ne sais pas si ça venait de moi-même ou c'était un de mes frères qui avait décidé de m'appeler Chunt. Et donc dans la famille, on m'appelle souvent Chunt. Mais ma mère, elle, préférait m'appeler Manyonga. Mon père il est parti très tôt, j'étais encore très jeune, 13 ans, donc il est décédé. On était encore des jeunes enfants, mais ma mère qui est partie aussi, elle m'appelait Manyonga et j'aimais beaucoup. Et maman est partie, vous aviez quel âge? Oh, je suis déjà adulte, ça fait, oui, ça fait une dizaine d'années. Mon père, quand il est mort, on était encore trop petits, on ne mesurait pas sa disparition, on ne mesurait pas son départ. Et donc, j'ai l'impression que ça ne m'avait pas touché autant qu'avec le décès de ma mère, parce que là j'étais consciente, adulte, responsable, et donc j'ai eu le plaisir de m'occuper d'elle. Et la séparation, elle était beaucoup plus difficile, très mal vécue par rapport à la disparition de mon père. Bien entendu, après la disparition de mon père, il y a eu un changement dans notre manière de vivre, parce que bon, c'était lui qui s'occupait de tout le monde, on était un peu déstabilisés, c'était plus le même style de vie, et puis on avait eu à quitter Kinshasa pour retourner à Lubumbashi dans la famille de mon père, selon la tradition. On était obligé de retourner là-bas pour ramener le deuil, mais ma mère, elle ne comptait pas rester là-bas. Comme il y avait des affaires de mon père ici et qu'il fallait régler les affaires de succession, elle s'était organisée pour revenir ici avec les autres frères. Elle m'a laissé moi et mon petit frère, comme on était les plus âgés chez nos parents, les parents de mon père à Lubumbashi, et puis elle était revenue me récupérer. C'est vous l'aîné de la famille? Non, je ne suis pas l'aîné de la famille, je suis troisième. Troisième, oui. Famille de combien d'enfants? Famille de plusieurs enfants. On est 11 au total. Ok. Oui. C'est une famille africaine avec 2 mamans, et donc voilà. Alors, vous avez parlé déjà des souvenirs de votre enfance. Ça, c'est au niveau de la famille. Et c'est encore des souvenirs de votre enfance par rapport à vos amis?
Ah oui, il y a des amis, il y a d'autres, hein, on oublie parce que vous savez, on a toujours des affinités avec les uns et pas avec les autres. Donc il y a des amis d'enfance avec lesquels on a grandi jusqu'à l'âge adulte, avec qui on a gardé des contacts, mais d'autres pas. Bon, parmi mes amis d'enfance, il y en a beaucoup qui sont partis en dehors du pays, et donc il y en a très peu qui sont... Il n'y en a pas du tout ici, et donc j'ai gardé contact avec quelques-unes qui sont en dehors du pays, et quand elles ont l'occasion de revenir ici, on se retrouve toujours avec beaucoup de plaisir. Que disiez-vous lorsque vous étiez enfant que vous devez devenir? Moi, quand j'étais enfant, mon rêve c'était de devenir journaliste. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être par rapport aux livres que j'ai lus. Les livres de mon père c'était un grand lecteur, il avait une grande bibliothèque, et moi je lisais beaucoup, j'ai imité mon père, je lisais beaucoup. Je me souviens que j'ai lisé des livres même dont je ne comprenais pas souvent les mots, mais ça me faisait plaisir de lire les défilés de mots, les défilés des mots dans les livres, et donc certainement j'ai été peut-être influencée par toutes ces lectures et par ce que je voyais particulièrement à la télévision. Et donc j'ai toujours rêvé de devenir journaliste, et quand j'ai terminé, j'ai choisi de faire les humanités littéraires pour cela, parce que on m'avait dit que il faut faire le littéraire, parce que les journalistes... C'est l'écriture, et donc j'ai fait les humanités littéraires, et dès que j'ai terminé, je suis allée m'inscrire au concours d'entrée de l'ISTI à l'époque, parce que pour être inscrit, il y a toujours un concours qui est organisé, et donc j'ai été reçue à ce concours. Et voilà, j'ai commencé ma formation de journaliste, et jusqu'à l'obtention de ma licence en sciences et techniques de l'information, option journalisme, politique extérieure et critique littéraire. Et alors, y a-t-il eu des modèles que vous avez voulu imiter déjà à l'époque, qui étaient des journalistes? Ah oui, bien entendu, hein, on a toujours des modèles qui inspirent. Comme j'ai rêvé de devenir journaliste, donc je regardais beaucoup la télévision. Et il y en a qui m'ont beaucoup inspiré, particulièrement Kodou Rakasongo. À l'époque, il n'y avait que 2 chaînes de télévision, hein. Voilà. Télé Zahir et puis Télé Congo en face. Et donc pour Télé Zahir, j'admirais beaucoup Kodou Rakasongo. Et en face, Télé Congo, c'était Jean-Claude Kakou. J'aimais beaucoup leur manière de se tenir, leur manière de présenter le journal télévisé ou de présenter leurs émissions. Et je me disais, moi aussi, quand je serai journaliste, je ferai comme eux. Alors, vous avez déjà parlé de votre parcours scolaire et académique. Est-ce que vous pouvez entrer encore en détail sur le parcours scolaire? Vous avez fait des humanités littéraires, l'école, vous avez fait aussi, en passant par l'école primaire bien sûr. C'est passé où? À Kinshasa ou... Oui, à Kinshasa. Moi je suis arrivée à Kinshasa, j'étais encore bébé dans les bras de ma mère. Mes parents avaient décidé de venir s'installer ici. Venant d'où? Venant de Lubumbashi. Et donc j'étais bébé, j'ai grandi ici, j'ai fait toutes mes études ici à Kinshasa. Mon école primaire, je l'ai fait au lycée Sacré-Cœur. Voilà, lycée Sacré-Cœur de Sangane. Et puis quand je suis allée à Lubumbashi pour les CO, j'ai fait au lycée Kiwele, et j'ai commencé mes humanités au collège Jean Bosco. À l'époque ça s'appelait Kitumaeni. C'était un collège parce que c'était mixte, garçons et filles. Et donc je suis venue poursuivre ici quand ma mère est retournée nous chercher, mon frère et moi, à Lubumbashi. Donc j'ai fait mon inscription au lycée Bosangani, et puis après j'ai quitté et je suis passée par lycée Bolingani, et puis j'ai terminé au lycée Motemati.
Et vous avez commencé à travailler la RTNC, aux RT, à l'époque. Vous étiez déjà étudiante ou vous avez attendu à finir vos études? Ah oui. J'étais en deuxième année de graduat. Il y avait un concours de recrutement de téléscriptrines qui avait été organisé à l'OZRT. Et donc j'avais saisi cette opportunité en me disant que je pouvais gagner aussi de l'argent pour payer mes études et en même temps j'aurais déjà le pied dans les métiers. Et donc j'avais participé à ce concours. Il y avait plusieurs centaines de candidates. On devrait recruter seulement 4 personnes. Je crois qu'on était à peu près 300 ou un peu plus de 300 candidates et nous avons été retenus à 4. Et nous avons suivi la formation des téléscriptrines. C'est un métier de l'audiovisuel qui a disparu. La téléscriptrine, c'est cette personne qui agrémente l'antenne en présentant le programme pour attirer les téléspectateurs de manière à les garder pour suivre les programmes. Et donc j'ai fait ce métier en même temps que je poursuivais mes études, mais c'était pas très facile, parce que combiner les études et le travail, c'était pas facile. À l'époque, à l'ISTI, les études commençaient à 8h du matin et c'est terminé à 17h. Et comme j'avais expliqué à la direction générale de l'entreprise que j'étais étudiante, on avait accepté de me programmer pour les antennes soir. Et donc je faisais les antennes soir qui commençaient à partir de 18h. Vous imaginez, je termine 17h. 18h, j'ai eu mes dépêchés pour être à l'OZRT, à l'antenne. Et ça terminait, le plus tôt c'était minuit ou minuit 30. Et donc j'arrivais à la maison à peu près 1h30 et il fallait se réveiller tous les matins pour aller à l'école. Mais comme j'aimais beaucoup ça, je me disais, c'est vrai, j'ai déjà un travail, mais je dois absolument avoir mon diplôme de journaliste pour pouvoir travailler comme journaliste. Et donc j'ai fait ces sacrifices-là et jusqu'à ce que j'ai terminé et voilà. J'avais présenté mon diplôme, j'avais tenu à terminer la licence parce que déjà au niveau de graduat, je pouvais commencer à travailler comme journaliste. Mais je m'étais dit, le métier de journaliste, il est très lent. Je n'aurais certainement pas le temps de combiner, de terminer mes études. Et donc j'ai dit, je continue à faire le télécyclage jusqu'en licence quand j'aurai terminé. Et quand j'ai terminé, j'ai eu ma licence, je l'ai introduite pour demander mon affectation à la direction des informations TV. Je travaillais à la direction des programmes TV et donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler, même si je faisais mon stage. Parce que dans le cursus, dans la formation, on devait chaque année faire des stages. J'ai passé tous mes stages à l'OZRT à l'époque. En deuxième année de graduat, c'était à la radio. Et puis en troisième année, c'était à la télévision. Et donc, comme j'étais déjà dans... maison et que j'ai passé tous mes stages, c'était facile d'obtenir mon affectation à la direction des informations et j'ai commencé mon travail de journaliste, même si je l'avais déjà commencé avant avec le journalisme sportif, parce que je m'étais essayé au journalisme sportif avec mon ami paix à son âme, Nzila Fanal. Nous avons animé, co-animé, d'abord c'était prolongation, et puis Sportmania, et puis bon, quand j'ai décroché ma licence, on était déjà dans l'ouverture, dans le processus démocratique, et donc la politique m'a attiré et j'ai lâché le sport pour me lancer dans le journalisme politique. Le journalisme politique, là je vois directement des sons de cloche.
Ça vous rappelle quoi? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore sur cette émission, son histoire? Oui, c'est une très belle aventure que j'ai vécue, une aventure professionnelle que j'ai vécue avec 200 de cloche. On était dans le processus d'ouverture et au niveau, il y avait la conférence nationale souveraine et au niveau de la conférence nationale souveraine, le débat s'est déroulé sur l'ouverture de médias publics. Qui était l'OZRP à l'époque, comme on l'appelait, à l'ouverture à tous les courants, d'opinion. Et donc, au niveau du Parlement des transitions, on avait demandé au gouvernement de faire en sorte que l'OZRP devienne un service réellement public. Et le ministre c'était la communication, non, à l'époque c'était ministre de l'information à l'époque, avait demandé au DG de l'OZRP de me contacter pour me demander de réfléchir et de concevoir une émission. Et je l'avais fait, bon, j'ai dit ça devrait être justement pour montrer cette ouverture de médias publics à tous les courants, ça devrait être un débat contradictoire. Et donc j'ai fait le concept de l'émission, j'ai proposé, avant de proposer, j'ai discuté parce que je ne trouvais pas le nom qui devrait vraiment traduire l'esprit contradictoire de l'émission que je voulais imprimer. Et donc en discutant avec mon ami Nzila Fanan justement, je lui dis non mais écoute, il faut vraiment que ça traduise les 2 sons de cloche dans l'émission. Il me regarde, il me dit mais voilà, tu as trouvé quand même, tu viens de le dire, c'est ça le nom de l'émission. Et voilà, j'ai dit ah mais tiens en fait c'est vrai. Et donc 2 sons de cloche, et j'ai proposé le script de l'émission, le nom au DG de l'OZRT à l'époque, qui a transmis au ministre, et puis le ministre a demandé de commencer. J'ai dit pas question, je ne commence pas comme ça, c'est une nouvelle émission, il faut un nouveau décor pour cette émission. Et donc j'ai traîné pendant 1 mois, je ne voulais pas, il mettait la pression, je dis ah non, il faut absolument un décor, sinon si ça passe dans le même décor que toutes les autres émissions, bon c'est vrai que le contenu il est différent, ben, ça ne sera pas pareil. Et puis il y a une telle pression, j'ai dit bon ok, je vais chercher, je voulais une table particulière pour cette émission parce que je voulais que les 2 débatteurs soient face à face et se regardent en discussion et moi au milieu. Et je suis allée à l'autre, il y a quelqu'un qui m'a soufflé, il y avait la table que je cherchais, elle était petite c'est vrai, que je cherchais au Cébosa, les studios écoles de la Voix du Zaïre, comme ça s'appelait à l'époque, et je suis allée, j'ai demandé, ils m'ont demandé d'écrire, j'ai écrit, et puis on m'a donné la table, et il manquait les chaises. Et il y avait 2 chaises chez ma mère, je lui ai demandé si elle pouvait me les prêter. Elle a accepté, j'ai pris les 2 chaises, j'ai amené et puis voilà, l'émission était lancée le 3 septembre 1994, 94. C'était la première émission. Comme invité, vous avez abordé. Il y avait Kanga Bongo et à son âme, il y avait le professeur Chibangu aussi. Je crois. Et bon, l'émission a commencé, bon, c'était pas encore. C'est à la 3e émission, je crois, quand j'ai reçu M. Mende Omalanga et Ngoï Douba, c'était chaud. Wow. Le sujet, il était d'abord chaud lui-même, et donc, anecdote en passant, quand ils sont arrivés, l'émission se passait en direct. J'avais exigé que ça passe en direct parce que je voulais éviter les ciseaux d'or à l'époque qui existaient quand on faisait une émission au montage, on coupait des parties, etc. Surtout que c'était la première émission qui recevait des opposants, apparemment. Bon, dans le sens des contradictions. Oui, dans le sens de la contradiction. Bon, il y avait eu des tentatives qui n'avaient pas abouti, mais là,
peut-être le fait que j'étais la première femme qui présentait une émission politique. Aussi, bon, peut-être aussi par rapport à ma personnalité, je ne sais pas, mais avec cette émission, alors, Monsieur Mende était arrivé en premier, je l'ai accueilli et je l'ai installé à la rédaction. J'ai dit, en attendant, on regarde le journal télévisé, et puis Monsieur Ngoï Ndouba est arrivé, je l'ai accueilli aussi. Alors je lui ai dit, non, votre intellectuel est déjà là, il est à la rédaction, on s'installe, on regarde, il refuse, il dit non. D'abord quand il est arrivé, je l'ai salué, il a refusé de me serrer la main. Il m'a dit qu'il a mal à sa main et le rhumatisme. Alors j'ai un peu blagué, j'ai dit, bon, je peux vous proposer quelqu'un qui soigne ma mère, un indigène, etc. Bon, il a dit, oui, bon, qu'il s'est soigné, ça va aller. Et il a refusé, et donc je l'ai monté directement au studio, je l'ai installé là, il a attendu là, et quand c'était l'heure, j'ai amené M. Mende, et puis on a commencé l'émission. Alors quand on a commencé l'émission, il était vraiment nerveux, M. Ngoïndouba. Parce qu'au départ, quand je faisais deux sauts de cloche, il y avait une partie actualité, on commentait l'actualité. Et quand je les avais rencontrés pour préparer l'émission, j'avais dit on va commenter sur tel sujet d'actualité. Mais on a eu un problème technique et donc c'était difficile de commenter l'actualité. Et je les avais prévenus tous les deux. Alors quand on a commencé, j'ai dit on entre dans le vif, directement dans le vif du sujet, mais M. Ngoï proteste, mais dit non, mais bon, vous avez dit qu'on allait commencer par commenter l'actualité. Moi j'ai dit oui, mais je vous ai dit qu'il y avait un problème technique, c'était plus possible, on ne pouvait plus le faire. Et puis ils ont commencé à discuter, et puis à un moment il a tapé avec sa main droite sur la table, puis moi je regardais, j'ai dit mais tiens, il m'avait dit qu'il avait mal à la main, comment il tape son poing sur la table comme ça? Et puis ça commence à monter, à chauffer. Puis à un moment il s'en prend à moi, il me dit mais pourquoi vous ne m'appelez pas professeur Ngoïndouba? Appelez-moi professeur Ngoïndouba. Moi je dis oui, vous êtes professeur Ngoïndouba à l'université, mais ici vous êtes monsieur Ngoïndouba, vous n'êtes pas là pour enseigner, etc. Et M. Mende, bon, il restait avec son bagou qu'on le connaît, il restait naturel, mais quand il ouvrait la bouche pour répliquer, ça énervait davantage M. Ngoïndouba, et donc c'était vraiment chaud, très très chaud, et bon, c'est comme ça que l'émission a pris l'envol, ça a fait du succès. J'ai reçu toutes les personnalités du pays qui venaient s'expliquer sur des sujets à controverse, et puis voilà. Et lorsque le président Laurent Désiré Kabila est arrivé le 17 mai 1997, apparemment l'émission n'est passée plus. Oui. Pendant combien d'années? Non, je crois que ça a duré 6 mois ou 7 mois. Les nouvelles autorités ont dit, bon, comme vous savez, c'est la révolution, hein. C'était tabula rasa, on a tout mis en mer, on ne fait plus ça, on ne fait plus ça, toutes ces émissions ont été arrêtées, et j'ai eu même quelques difficultés, j'étais écarté de l'antenne. Bon, ça je crois que c'était par le fait plus des amis de la rédaction qui avaient saisi l'opportunité pour pouvoir passer à l'antenne et penser peut-être avoir autant de succès que j'avais du succès. Bon, je suis resté tenu à l'écart de l'antenne pendant 6 mois ou 7 mois. Et puis, bon, comme les gens ont réclamé l'émission, et on m'a autorisé à répondre avec... pas tout de suite, hein, pas tout de suite. On m'a autorisé à retourner à l'antenne, et donc j'ai conçu une autre émission qui s'appelait Sans détour. Bon, mais ce n'était pas le même concept. Et puis finalement, comme il y avait de la pression, des gens qui demandaient émission de débat contradictoire, de son de cloche, on m'avait autorisé à répondre à l'émission que j'ai animée jusqu'à ce que je décide de venir au CESAC et demander mon détachement
à la RTNC pour venir au CESA. Et dans votre vie professionnelle, vous avez aussi des souvenirs qui vous sont marqués négativement? Bon, Pas du tout. je pense, il y en a toujours. Parce que quand on vous voit, pas l'impression, c'est ce qu'on voit en vous. Vous êtes une dame heureuse dans votre profession. Oui, mais écoutez, dans la vie, il y a toujours des bons moments et des mauvais moments. Moi, les mauvais moments, je préfère les oublier et maximiser, capitaliser les bons moments pour justement continuer à vivre heureux. Hein? Alors, continuez à vivre heureux parce que vous voulez capitaliser les bons souvenirs. Vous pouvez nous parler des très bons souvenirs, avec tout ce que vous venez de dire, qui vous marquent, qui vous ont marqué toute la vie. Mais professionnellement, je pense que c'est l'émission 200 de cloche qui m'a permis vraiment de m'épanouir professionnellement et de grandir professionnellement. Parce que je me souviens, mon chef, mon directeur, qui est M. Toi, le lendemain de l'émission avec M. Ngoïndouba et Mende, il n'avait pas suivi. Il avait reçu beaucoup d'appels des gens qui parlaient de cette émission. Et quand il est venu à la rédaction le lendemain, il m'a cherché, il m'a dit bon, ton émission là, où est la bande? On va regarder un peu. Malheureusement, on avait raté le son parce que j'enregistre toutes les émissions. On avait raté les sons. Alors on a mis, il n'y avait pas de son malheureusement, donc il n'a pas réussi. Il m'a juste dit par rapport aux réactions qu'il avait eues, ça c'est une émission qui a de l'avenir, qui fera beaucoup de succès. Et donc les bons souvenirs, c'est ça, c'est de réussir à produire des émissions qui rencontrent l'assentiment des téléspectateurs, ce qui veut dire que ça a été fait professionnellement. Le bon souvenir, c'est de réaliser des reportages quand j'ai commencé dans le journalisme, de réaliser des reportages qui sortaient du lot, qui étaient appréciés par tout le monde, aussi bien les téléspectateurs que les acteurs impliqués dans l'événement. Parce que je me souviens, une fois, il y a mon chef qui m'envoie en reportage et il y a un ancien qui me suit, qui me dit ah non mais ça c'est moi qui ai l'habitude de faire ça. Moi je dis bon écoute, je suis désolé, c'est pas moi qui ai décidé d'aller là-bas, c'est le chef qui m'a envoyé. Si ça t'ennuie, il faut aller voir le chef, tu lui dis c'est toi qui as l'habitude d'aller là-bas parce que ce n'est pas moi qui ai décidé. Et donc, bon, le chef a dit, tu y vas quand même, je suis allé, et j'ai fait mon reportage, et j'ai mis en pratique ce que moi j'avais appris à l'école, en étant vraiment professionnel, en faisant de l'information et pas de la communication. Et ça a été apprécié parce que le ministre à l'époque qui organisait cette activité, il avait appelé et insisté pour que ce soit moi qui continue à couvrir l'événement. C'était un séminaire ou une réunion des ministres du commerce extérieur, je crois, et ça m'avait fait plaisir. Ça veut dire que voilà, j'ai professionnellement je suis correct, et donc je fais un travail professionnel qui a été accepté, c'est pourquoi. Et donc il y a des souvenirs, ils sont là, qui font que le métier, il te permet de rencontrer toutes sortes de personnages. Donc c'est une émission, je veux dire, c'est un métier qui est très ouvert. Et qui vous met en contact avec toutes les catégories sociales de toutes sortes, etc. Et donc, c'est des expériences qui vous permettent de comprendre les choses de la vie. Et ça, c'est bon. Donc, bien naturellement, il y a aussi les voyages, etc. Et donc, ça permet toujours d'accumuler l'expérience. Et ça, je crois que c'est des bons moments. C'est un métier qui vous met en contact avec toute catégorie de personnes. C'est ce que je retiens. Il y a aussi l'être supérieur qui est Dieu lui-même, prénom son Fils Jésus-Christ. Si aujourd'hui vous vous mettez
été devant Jésus, quel est votre rapport avec lui, vous journalistes? Moi, journaliste, en face de Jésus, justement, j'essaye de mener ma carrière professionnelle en restant cohérent avec les préceptes de Jésus, avec les 10 commandements de Dieu qui sont des préceptes qui nous guident à conduire notre vie ici sur terre. Et donc j'essaye au maximum. C'est vrai que je suis un être faible, je suis un être des chairs et des sangs, mais je suis amené à avoir des moments de faiblesse, mais j'essaye, même quand j'ai dit un petit mensonge, tout de suite je me dis Seigneur pardonne-moi, j'ai menti, parce que je sais que c'est un péché. J'essaye de ne pas convoiter les autres ou les biens des autres. J'essaye de vivre et ma vie professionnelle, ma vie personnelle, en essayant de me rapprocher davantage de tous ces préceptes parce que je sais qu'un jour je rendrai compte après la vie ici sur terre. Et nous avons 6 jours de la semaine pour le travail. Je sais que vous venez au bureau chaque jour, sauf si vous êtes en voyage. Et le dimanche, c'est un jour de repos. Comment vous considérez cette journée-là? Je suis catholique pratiquante. Et donc le dimanche, je vais à la messe. Mais j'essaye aussi, dans la mesure du possible, d'aller à la messe quotidienne le matin. Parce que j'estime, je pense que cette pratique donne une telle énergie, parce que quand je pratique ça pendant un moment, je sens que je suis toujours très forte tout le long de la journée, que j'ai une énergie qui me permet d'accomplir ce que je dois accomplir. Bon, il y a des moments de faiblesse où on n'arrive pas, mais j'essaie de mener ma vie de catholique conformément aux préceptes de l'Église. Merci beaucoup. Vous êtes une des rares femmes qui a beaucoup évolué, qui a marqué son cachet dans la vie sociale, la vie journalistique ou la vie de notre pays. Comment vous vous estimez et comment vous voyez les autres? Qu'est-ce que vous pouvez dire, hors de vous d'abord, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes filles qui font peut-être la même chose que vous, qui veulent devenir comme vous, ou qui se cherchent encore dans d'autres domaines? Oui, je pense que chacun de nous a un rêve, un rêve qu'on entretient depuis notre tendre enfance. Je pense aussi que nous évoluons dans un environnement où nous essayons d'avoir des repères, des valeurs. Et donc je pense que c'est en étant jeune qu'on se construit sa personnalité avec des bonnes valeurs, en fréquentant des bonnes personnes, en fréquentant des bons milieux et en ayant des principes qui guident la vie. Quand on n'a pas des principes, je pense que c'est ça qui pousse à la divagation, si je peux dire, ou à la dispersion, qui fait qu'on ne sait pas très bien comment se tenir, comment se comporter, où on n'a pas d'objectif, on ne s'est pas fixé d'objectif, et justement parce qu'on n'a pas d'objectif, on ne sait pas quelles sont les voies qu'il faut suivre, ou la voie qu'il faut suivre pour pouvoir atteindre cet objectif. Et donc il faut se construire cela depuis la tendre enfance. Ça dépend également de l'éducation reçue en famille, reçue à la maison. Moi je suis d'une famille catholique, pratiquante. Je fais ce que ma mère vivait. C'est ma mère allait à la messe tous les matins.
Et donc, bon, j'ai essayé de suivre cet exemple. Ma mère est restée veuve, très jeune, mais elle n'a pas cherché à se remarier. Elle a dit, j'ai déjà 7 enfants, et donc je vais m'en occuper. Elle s'est battue, etc. Et tous ces exemples-là ont construit ma personnalité, mais également de mes frères et sœurs, et qui nous ont guidés, parce que nous avons grandi dans un environnement des valeurs, avec des valeurs qui nous ont été transmises. Et donc même pour les jeunes filles, je pense que si elles n'ont pas des valeurs, des vraies valeurs, ça sera difficile de conduire sa vie vers un objectif que l'on s'est fixé. Vous parlez de Lingala? Bon, je parle Lingala, oui. Kinshasa, on parle Lingala. Mais maintenant, faire une émission à Lingala, c'est compliqué. Non, je voulais Parce qu'on réfléchit d'abord en français, je ne sais pas pourquoi, et puis on essaie de traduire. Mais essayez d'abord de... Pesa toli et pas y a bilenge basi. Baïbaza simano baleki na. Non, baleki na net ngai. Kama nazokola. Na banda ko mwana na sai kolinga osala mosala ya journaliste. Na beso na ko journaliste na ko avocat. Mais journaliste penzande na sai ko na makazi. Et donc ngai nde na ngai mosala wana na sai ko tanga mingi. Nazali kotanga mingi parce que si ozotanga mingi ozobakisa mayele mpona osala mosala ya journaliste fo ozala na mwa bagage moko ya culture générale ebele parce que journaliste aza moto oyo azoloba makambo etali économie même si totanga yango na classe tozwa nde baprincipe généraux mais tokota mpenza na kati te journaliste aza moto oyo azoloba makambo ya science totanga yango na classe tozwa banotion basique mais tokota pensa na donc il faut na kotanga oyo ozotanga mokanda nyonso omona buku omona otangi etc omona obakisi mayele donc bana ngai mpona koma ndenge nazali lelo ezali parce que namipesaki bamoyen yango ya kotanga mingi yango wana mayele ezobakisama mpona omona obandi koloba makambo ememe omona oza devant économiste moko ozotuna ye mituna bon omona économiste moko parce que namipesaki temps ya kobakisa mayele non bana eza facile te bato mingi bakanisaka koleka na télévision eza na oka otelemi ofandi boye devant caméra obandi koloba non il y a un travail à faire avant ya yo koleka devant caméra kolo so mosala wana osali yango te okoleka et puis après oleki na bato babosali parce que omarke te caché ezali te olakisi comment je peux dire c'est que bimi na bozoto même kati voilà opesi eloko te eza kaka yo moto osala na bazomona et puis après quelque temps bon bato bakobosana mais soki ozosala mosala avant même na journal télévision ava oleka donc otangi opréparé okomi makambo na yo sérieusement et puis émission avant osala olobi na oloba sujet boye oke ose documenté otangi yango étudie yango etc mpo bato yo ozoyamba na plateau baleki yo na bayele bayebi makambo wana koleka yo kotuna bango ndenge baquestion ndenge nisi oyo moko oyebi te obanda otuna baquestion moko superficielle et puis bon ekozala nango mpenza ntina te ekoapporte eloko te na batelespectateur oyo bazotala mais soki oyo moko okoti na kati mpenza otangi yango oyekoli yango osalisa bato nde oyo bazolanda nde mosala na biso wana kobakisa kosala neti ndeke omoni ndeke ndenge soki aza na bana na ye azwaka biloko ye moko atafuni ezali ebonapesi et donc mosala biso ya bajournaliste eza ndenge wana ofacilité mpo bato bazolanda parce que bato bazolanda eza bakatégorie ya bato ndenge na ndenge eza oyo baza na mayele makasi oyo baza bayebi makambo ebele oyo bayebi moke etc mais yo ozosalisa oyo bayebi moke bango mpe babakisa mayele donc il faut osala mpenza avant koleka na devant caméra merci. Alors, vous avez quitté la RTNC pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel et des communications. Quelle était votre motivation pour arriver
Bon, je n'ai pas quitté, je suis toujours employé de la RTNC, je suis en détachement pour le mandat. Le mandat, c'est ça qu'il est de 4 ans renouvelable une fois. Et donc, quand j'aurai terminé le mandat ici, je vais retourner en principe à la RTNC. Et donc, ma motivation, bon, je m'étais dit, j'ai mené ma carrière, elle n'est pas encore terminée, mais que je pouvais aller apporter ma contribution au niveau de la régulation des médias, parce qu'il y a un constat qui a été fait dans les contenus des médias audiovisuels congolais, c'est des contenus qui sont vraiment très pauvres, qui ne répondent pas au cahier des charges que les médias devraient mettre en œuvre. Et donc je me suis dit, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication est une instance qui a été mise en place justement pour aider à améliorer la qualité des contenus des médias, et je pensais qu'avec mon expérience, je pouvais apporter ma modeste contribution pour ce travail. Être rapporteur du CESAC, c'est une fonction politique ou une fonction... Politique au vrai sens du terme. Okay. Politique au vrai sens du terme, la gestion de la... C'était, voilà, exactement. Et donc, non, c'est une fonction, disons, de secrétaire général, hein, parce que j'organise les secrétariats techniques du bureau, des réunions du bureau, des plénières de l'Assemblée plénière, finaliser tous les actes pris par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, et communiquer également au public le travail que nous faisons. Et vous n'avez pas d'ambition politique, pas dans le sens général des polices, mais dans la vie politique, comme politicienne. Bon, peut-être je termine d'abord le mandat et puis on verra. J'aime la politique. J'aime la politique. La politique, pour moi, la politique, c'est un instrument pour se mettre au service des autres. Quand on a une vision, on veut apporter sa contribution et on se lance dans la politique. Et donc, je pense que j'ai un rêve de grandeur pour ce pays. Et peut-être, bon, je serai amené à me lancer dans la politique pour pouvoir réaliser le rêve de grandeur que j'ai pour ce pays. Quand nous chantons l'hymne national, moi, je pense qu'on le chante peut-être sans profondeur, sans réfléchir aux paroles contenues dans l'hymne national, à l'appel lancé à tous les fils et filles de ce pays. Hein? Nous chantons la grandeur pour ce pays. Mais qu'est-ce que nous faisons pour arriver à conduire notre pays vers la grandeur que nous rêvons dans l'hymne national? Et donc la politique pour moi, et d'ailleurs c'est comme ça, la politique c'est de se mettre au service des autres, le jour où je penserai que je voudrais apporter de manière active quelque chose pour ajouter ma pierre à l'édification de la grandeur dans notre pays, peut-être ce jour-là je pourrais me lancer dans la politique. Bon, moi je n'ai fait que rêver. Peut-être vous allez commencer par postuler à devenir présidente, peut-être parce qu'on ne voit pas des femmes. À chaque fois il y a élection, les femmes reculent. À chaque fois, parce qu'on dit aujourd'hui l'émancipation de la femme, mais quand il s'agit du moment des décisions, des réunions des décisions, les femmes sont toujours en arrière-plan. Même quand nous voyons les nombres de ceux qui ont postulé à la députation nationale, s'il y en a eu 19 000, peut-être c'est 16 000, 17 000 hommes, et puis les femmes ne sont pas là. C'est vraiment considérable ce que vous venez de dire. Alors, vous avez des projets d'avenir en dehors, parce que vous venez de parler de la politique, il y a encore d'autres projets d'avenir où vous pensez seulement, parce que vous venez de le dire. Après, c'est ça que vous retournez à la RTNC. Est-ce qu'il y a d'autres ambitions en dehors de la politique? L'ambition politique, c'est déjà ça, non? Oui, c'est ça que j'ai dit en dehors de la politique. Il y a encore, parce qu'on voit des personnes, non, moi j'aime peut-être devenir femme d'affaires, je vais faire encore ceci en dehors de la politique, tout ça. Parce que quand on voit la vie politique,
il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui sont devenus des politiciens. Il y a beaucoup de politiciens qui deviennent des hommes d'affaires. Bon, ça, ce n'est qu'une parenthèse, mais je demande en dehors de la politique. Il y a encore certaines choses. Non, mais vous savez, moi, je suis dans la profession, mais bon, je vais vous dire quelque chose. Quand la première fois que j'ai touché mon salaire à l'OSEDER, je regardais, j'ai dit, c'est tout. Puis je me suis dit, bon, il faut que je m'organise pour faire d'autres activités pour pouvoir arrondir les angles et nourrir les deux. Et donc, bon, il m'arrive de faire d'autres activités extra-professionnelles dans les affaires pour pouvoir, donc c'est déjà ça, une autre ambition. Et donc, si je me lance dans la politique, bon, ça sera pour faire de la politique au service des autres. Justement, il faut que je m'organise à déjà préparer ma retraite. Et quand je me lance dans la politique, je me lance vraiment pour travailler pour les autres. Comment nous arrivons presque déjà vers la fin. Comment vous vous sentez dans la peau de Chantal Kanimbo? Ah, je me sens bien parce que je suis moi. Hein. Parce qu'il y a une Chantal Kanimbo qui est de vous, il y a une Chantal Kanimbo que les gens observent, les lecteurs, qu'on admire, tout ça. Parce que je peux dire, moi je suis moi. Mais il y en a qui font des témoignages à mon sujet. Ça peut changer aussi ma façon de voir. Je me dis, bon, c'est moi, c'est Chantal Kanimbo. Oui, les témoignages. Ça me donne beaucoup de fierté. Non, oui, la fierté, ça c'est normal. Je crois que c'est légitime. Surtout d'avoir réussi une carrière professionnelle. On a de la fierté légitime parce qu'on a réussi. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai eu cette grâce de rêver de faire un métier et d'arriver à le faire. Il y en a j'en rencontre beaucoup qui me disent qu'ils rêvaient de faire le journalisme, mais qui n'ont pas pu le faire pour l'une ou l'autre raison. Et donc, moi, les témoignages de ceux qui me connaissent, ça me touche énormément. Il y a d'autres témoignages que j'entends des personnes qui ne m'ont jamais approché, mais qui racontent comme ça des histoires. Bon, ça, je dis, comment je dirais, c'est des élucubrations, et donc chacun, le mot m'échappe, il s'en va, mais bon, je crois que vous comprenez, chacun essaie de raconter ce qu'il veut pour montrer qu'on connaît alors qu'on ne connaît pas du tout. Et donc ça le témoignage de mes proches, ça me touche. Merci beaucoup. Vous nous avez reçus dans votre bureau, téléspectateurs, vous qui nous suivez. Nous sommes là avec Madame Chantal Kanimbo, qui est rapporteure de CESAC, Conseil supérieur d'audiovisuel et des communications, pour réguler, comme on dit, les informations, la communication, ici dans notre pays, la RDC et le Congo. Avez-vous un dernier mot à tous ceux qui nous suivent? Il y a un dernier mot? Non, je voudrais juste dire par rapport aux femmes que chacun de nous a un talent que Dieu a disposé. On en reçoit, comme c'est dit dans la Bible, tel en reçoit un autre deux et trois. Il appartient à chacune des femmes de travailler pour fructifier ses talents et pouvoir apporter une contribution à l'édification du pays. Que les femmes ne se négligent pas. C'est vrai que il y a le poids des traditions, il y a les coutumes, il y a les coutumes qui font que parfois les femmes se retiennent, ne veulent pas se lancer par exemple dans la politique, parce qu'il y a des pratiques dans la politique qu'on n'aime pas, mais chacune devrait travailler à fructifier les talents que Dieu a disposés selon sa volonté pour apporter sa contribution dans l'édification, dans la construction de la société congolaise. Merci beaucoup. Il reste pour nous seulement de vous laisser un mot dans notre livre d'or. Et après avoir écrit quelque chose dans notre livre d'or, vous allez aussi le lire pour que ceux qui nous suivent puissent être au courant.
Je remercie l'émission Noblesse Oblige de l'opportunité qu'elle m'a donnée de pouvoir m'exprimer et surtout de pouvoir partager certaines choses qui me tiennent à cœur avec le grand public qui suit cette production. Azala pena bolingo ya kokumisa ye na tango ya mpasi